Bonjour, bonsoir. On m'a dit de parler de ce que je voulais, donc j'ai prévu de parler de l'origine des mythes d'origine. Mais en même temps, j'ai constaté qu'ici, il y a pas mal de gens qui s'intéressent aux cavernes et aux images dans les cavernes. Donc je vais raccrocher mon discours à la question qui est toujours en suspens, de savoir pourquoi il y a des gens qui, à un moment donné, se sont enfoncés dans la nuit des cavernes pour peindre, dessiner, graver, modeler des images qu'il est si facile de faire à l'extérieur et si difficile de faire dans les cavernes. Et donc, je vais m'intéresser aussi à la question du sens de ces images et pourquoi, la question pourquoi. Les préhistoriens, généralement, s'intéressent à la question du comment, à la question du quand, aux techniques, aux datations, ça a fait des progrès énormes et maintenant on peut répondre, pas à toutes les questions, mais à beaucoup de ces questions qui étaient encore énigmatiques il n'y a pas très longtemps. Et quand on l'interroge, quand j'interroge mes amis préhistoriens sur la question du sens, en disant, bon, bah, tout ça, d'accord, c'est intéressant, ça date de telle date, ça a été fait avec tel pigment, bon, avec tel liant, tout ça, c'est intéressant, mais pourquoi ? Et là, la réponse des préhistoriens en général, c'est de dire, mais alors là, nous, c'est pas une question pour, enfin, ça nous intéresse pas. Cette question-là ne nous intéresse pas. C'est pas notre travail de répondre à cette question-là. Nous, on étudie les images, voilà, comme des objets archéologiques. Et je précise que moi aussi, je le fais et je trouve ça très bien et absolument nécessaire. Mais à partir du moment, mais imaginez que vous preniez un tableau célèbre, genre le radeau de la Méduse, hein, que vous avez peut-être en la tête, et qu'on procède comme font les préhistoriens. On va mesurer le tableau, on va étudier les pigments, on va essayer de les dater, on va dater le support, etc. On va faire des tas d'analyses, et ça peut durer comme ça pendant 3-4 ans, et au bout de 3-4 ans, on n'aura rien appris sur le radeau de la Méduse. Et donc, c'est l'état actuel de la connaissance pour l'art préhistorique. Et quand les préhistoriens disent « ça m'intéresse pas », ils disent pas que c'est pas intéressant. Ils disent ça m'intéresse pas moi en tant que préhistorien. Pourquoi ? Parce que moi, en tant que préhistorien, avec mes outils de préhistorien, je peux pas répondre à cette question. Et ils disent quelque chose qui semble évident à tout le monde, c'est que sans doute qu'avec ces images, il y avait des paroles. Et que les paroles, ça disparaît. Et que maintenant, beaucoup de préhistoriens disent « Ah, ça a quelque chose à voir avec la mythologie, sans doute. » C'est devenu commun d'entendre ça chez les préhistoriens. Oui, certes. Mais quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'est-ce qui n'a pas à voir avec la mythologie ? Mais tout, chez les humains, a à voir avec la mythologie. Donc c'est vraiment une énorme banalité que de dire ça a à voir avec de la mythologie. La question subsidiaire, qui est la question principale, c'est de dire d'accord, quelle mythologie ? Ça parle de mythe, donc d'accord, quel mythe ? Et là, les préhistoriens disent, bah désolé, les mythes, c'est des paroles. Les paroles ne se fossilisent pas. Jamais sous ma truelle, mon pinceau, mes outils de préhistorien, je pourrais retrouver quoi que ce soit qui ressemble à un mythe et qui m'informe sur la mythologie des préhistoriques. C'est fini, c'est mort, c'est disparu, on n'y était pas. Donc, c'est même pas la peine, c'est pas une question pour moi. À quoi je réponds ? Certes, c'est pas une question pour les préhistoriens, et certes, les préhistoriens n'ont pas d'outils pour répondre à cette question. Ça signifie pas qu'il n'y a pas d'outils en général. Et c'est pas parce que toi, préhistorien, tu sais pas répondre, que personne ne sait répondre. Et donc, il faut se garder de dire, il n'y a pas de réponse, ou c'est une réponse impossible. Et donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer que peut-être qu'il y a une réponse, peut-être qu'il y a des outils, et que je vais essayer de faire quelque chose qui semble très contre-intuitif, qui va contre l'intuition qui nous dit que les paroles du passé lointain, quand elles ont disparu, c'est pour toujours. Eh bien, je vais essayer de vous montrer que non. Pas toujours, en tout cas. Et que dans certains cas, on peut remonter dans le passé pour retrouver les paroles disparues. Et qu'en fait, il y a plusieurs machines à remonter le temps. Les préhistoriens utilisent de magnifiques machines à remonter le temps, carbone 14, analyse et tout ça. Ça permet de remonter le temps. Les généticiens qui étudient le code génétique, etc., reconstruisent l'arbre du vivant, c'est une autre machine à remonter le temps. Les linguistes qui pratiquent, certains linguistes qui pratiquent la linguistique historique, utilisent une machine à remonter le temps. Eh bien, il y a une autre machine à remonter le temps, il ne faudrait pas s'en priver, c'est la mythologie comparée. Et donc, je vais vous parler de l'origine des mythes d'origine. Tout le monde comprend ce que je dis quand je dis origine des mythes d'origine.
j'imagine. Alors si il m'arrive de dire des choses que vous ne comprenez pas, on est entre nous, vous me le dites. Parce que si vous ne me le dites pas, moi je continue, j'embraye, et puis peut-être vous risquez d'être perdu à un moment. Hein. Donc il faut me le dire. On est d'accord? On est entre nous, hein, on se dit les choses. Et puis c'est pas du tout un problème, moi il y a plein de trucs que je connais pas et que je comprends pas. Si on ne demande pas, ben, on ne saura jamais. Alors, origine des mythes d'origine. Origine, tout le monde connaît le mot, évidemment. Ça vient du latin, d'un verbe latin oriri, qui veut dire jaillir, comme une source. Ça a donné origo, la source, en latin. L'origine, c'est un jaillissement, une apparition soudaine. Et mythe, tout le monde connaît le mot, bien que ce soit un mot grec. C'est pas un mot latin, là, c'est un mot grec. C'est mythos, en grec. Et mythos, ça a donné mythe, c'est vraiment une transcription, une francisation du mot, on peut dire. Et tout le monde connaît le mot, sauf qu'aujourd'hui, dans notre langue commune, quand on dit mythe, on fait allusion à un récit erroné, à un récit dans lequel on ne peut pas faire confiance. Et quand on dit de quelqu'un, oh non mais là c'est vraiment, t'as vu le mytho un peu, non mais là, complètement mytho. Quand on dit ça de quelqu'un, c'est qu'on parle de quelqu'un qui tient des propos dans lesquels on ne peut pas avoir confiance, ou au pire quelqu'un qui raconte strictement n'importe quoi. Alors que, en grec, puisque c'est un mot grec, à l'origine, alors quand je dis Grèce, grec, il faut se souvenir que la Grèce, ça dure quand même genre 800 ans ou quelque chose comme ça. Hein, et qu'en 800 ans, la langue grecque a évolué. Et donc quand je dis ça vient du grec, oui d'accord, mais quel grec? Si je parle du grec homérique, du grec du 7e siècle avant notre ère, eh bien, mythe, ça désigne un discours. Peu importe qu'il soit avéré ou qu'il soit erroné. C'est un discours, point à la ligne. N'importe quel discours, c'est mythos. Et par exemple, voici une image qui a été prise par un prof qui avait emmené ses élèves à Athènes. Et sur un banc, les élèves, ils ont trouvé cette bande dessinée. Et ils ne savaient pas lire ce qu'il y avait sur le titre de la bande dessinée, parce que c'est en grec. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait le lire ici? C'est pas un examen, hein, si je... Oui, donc. Il y a mythos, mythoi. Parce que mythoi, c'est le pluriel de mythos. Mythos, c'est un mythe. Mythoi, les mythes. Oui, aesopomythoi, les mythes d'Ésope. Alors que nous, qu'est-ce que nous disons? Nous disons les mythes d'Ésope, nous? On dit les fables d'Ésope. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit bien que les mots changent de sens. Vous avez ici, on m'a dit, un très bon bouquiniste, je ne sais pas s'il est là, on ne sait jamais. Donc, très bon bouquiniste, on m'a dit, une bouquinerie. Très souvent dans les bouquineries, c'est facile de trouver un type de petit livre, de petit format comme ça, qui ne vaut rien parce que ça n'intéresse personne, qui a été extrêmement répandu au XVIIIe siècle, encore au XIXe, puis encore au début XXe. Et ça s'appelle Dictionnaire de la fable, de la fable. Hein. Si vous trouvez ce genre de petit dictionnaire et que vous l'achetez, ne vous attendez pas à trouver genre des fables de La Fontaine dedans. Non, c'est des récits de la mythologie grecque, traduits, simplifiés et expurgés pour l'éducation des jeunes filles. Donc ça a eu un énorme succès. Et on le trouve maintenant chez les bouquinistes. Mais on voit bien que le mot fable, là, est synonyme de mythe, y compris en français aussi. Puisque les fables, la fable, c'était la mythologie grecque au XVIIIe siècle. Alors on voit bien que le mot a complètement changé de sens. Et je pourrais vous raconter quand il a changé de sens avec Thucydide, par exemple. Je cite quand même Thucydide parce que c'est trop bien. Lui, il disait, parce qu'il y a d'autres mots pour dire discours en grec. Vous en connaissez au moins? Logos. Voilà. Et donc, dans mythologie, on a les deux. C'est pour le prix d'un, c'est bien. Donc, logos, c'est aussi un discours. Et au départ, les deux mots étaient parfaitement synonymes. C'est avec le temps qu'ils ont pris un chemin différent et un sens différent. Et que mythos a pris un sens qui est celui d'un discours, disons, autre que le discours scientifique. Logos, c'est le discours argumenté. C'est le discours raisonnable. J'explique des choses, je démontre quelque chose, j'utilise des arguments, voilà. Tandis que mythos, bah, c'est un peu ce qu'on veut, quoi, hein, voilà. C'est très lentement, avec Thucydide, lui, il disait que son propre discours, ses propres discours à lui, il était historien grec, c'était des, avant que le mot change, c'était des mythoi, et les autres, les discours vraiment risibles de ses contemporains, c'était des logoi. Voilà.
Donc il opposait au maximum ses discours sérieux à lui et les discours risibles de tous les autres là qui parlent pour dire n'importe quoi. Et c'est avec Pindare, poète célèbre, que les deux mots ont changé de sens et que c'est le mythos, le mythe, qui est devenu un récit qui dit n'importe quoi, et logos qui est devenu le récit sérieux, dont on rit pas parce que c'est argumenté, c'est sérieux. Et évidemment, avec mythologie, on a un problème, puisqu'on a un discours, logos, sur un autre discours, mythos. Mais on comprend maintenant qu'on a en gros un discours logos, comme tous les mots en logie. Psychologie, c'est un discours sérieux, argumenté, raisonnable, sur la première partie du terme psyché, l'esprit. C'est un discours rationnel sur l'esprit. C'est la science de l'esprit, la psychologie. Géologie, c'est un discours rationnel, argumenté, sérieux, blabla, sur la première partie gay, la Terre. C'est un discours sur la nature de la Terre, la géologie, etc., etc. Vous en connaissez plein des mots de ce genre. Eh bien, mythologie, c'est un discours sérieux, argumenté, sur un autre type de discours qui, a priori, du coup, est considéré comme pas sérieux, pas argumenté, mais auquel des tas de gens, quand même, consacrent leur vie en les étudiant, et on les appelle, ces gens-là, des mythologues, comme Lévi-Strauss, etc. Alors, puisque je parle de Lévi-Strauss, les anthropologues, eux, utilisent le terme mythe dans un sens un petit peu particulier. Ils vont désigner comme mythe un récit, pas n'importe quel récit. Pas, hier j'étais au cinéma, justement, il y avait un type qui racontait des trucs, c'était moitié bizarre quand même. Bon, voilà. Et alors, je ne sais pas ce qui est arrivé après, je vais te raconter, etc. Non, c'est pas ça, le mythe, tel qu'on l'entend maintenant chez les anthropologues. C'est un discours qui nous parle de l'origine, mais surtout qui nous parle du présent, en faisant appel à quelque chose d'originel. C'est un discours qui explique comment les choses sont maintenant et qui leur donne du sens en rappelant un événement originel qui est survenu une seule fois. Ce qui fait que dans les mythes d'origine, il y a toujours un renversement. À l'origine, vous dit-on, c'est quand l'origine? C'était au temps où les bêtes parlaient. C'était au temps où les animaux et les hommes étaient indistincts. C'était au temps où les roches étaient molles. Donc un temps, des origines, quoi. Imprécis, mais des origines. Et en ce temps-là, on vous expose, on vous raconte comment c'était. Par exemple, on vous dit, à l'origine, les humains ne mouraient pas. La mort n'existait pas. Et donc les humains ne mouraient pas. Ils étaient immortels ou immortels. Ou alors il y a des variantes qui vous disent, il y a toujours des variantes dans les mythes. Il y a des variantes qui vous disent, si, la mort existait, bon, mais c'était pas grave. Voilà. C'est-à-dire ça, vous mourriez, ça durait genre 2-3 jours, ça dépend de votre forme physique, quoi. Puis après, c'était fini, pas grave, quoi, comme un genre de fièvre, bon voilà. C'était comme ça. Mais il s'est passé quelque chose, un jour. Et là, c'est là que le mythe raconte quelque chose qui provoque un renversement. Et cette chose que raconte le mythe, qui n'a été qu'une seule fois, qui n'a eu lieu qu'une seule fois, cette chose-là fait que, eh bien maintenant, comme vous savez, la vie est brève. Et nous mourrons. Et les femmes accouchent dans la douleur, selon une des versions du mythe que tout le monde sans doute connaît ici. Et on doit travailler à la sueur de son front, selon la même version du même récit qui se trouve dans le même livre, qui est la Bible. Voilà. Donc ça, c'est typiquement un mythe d'origine. Situation à l'origine, il se passe un truc que raconte le mythe, ça provoque un renversement. Et maintenant, l'état actuel du monde, il est comme il est. Puis s'il est comme il est, il ne faut pas y rêver, il ne faut pas essayer de le changer. Donc c'est dans ce sens-là que moi, je veux vous parler de mythologie. Et les mythes, évidemment, il y en a tellement des mythes que je ne peux pas vous parler des mythes en général. Outre ces questions de définition-là, on est obligé de resserrer le sujet parce que c'est vraiment trop vaste. Alors, je vais restreindre mon sujet à une catégorie particulière de mythes qui sont les mythes anthropogoniques. Alors, vous savez, les mythes, ils procèdent un peu comme un grand coup de zoom sur le monde, avec le plus grand zoom possible, l'ouverture la plus large, où on regarde le monde, le cosmos, et là vous avez des mythes cosmogoniques qui vous exposent l'origine du monde. Ensuite, vous avez les mythes anthropogoniques qui vous expliquent quoi donc? Ben oui, il y a anthropos, c'est encore du grec, désolé, il y a plein de grec là-dedans, mais c'est comme ça, hein, bon, voilà. Et c'est
Anthropos, c'est un être humain. Homme, c'est andros. On aurait dit les mythes androgoniques, si c'était les mythes de l'origine de l'homme masculin. Donc c'est les mythes anthropogoniques, c'est les mythes d'origine de l'humanité. Et gonique, c'est un mot aussi, enfin un suffixe que vous trouvez dans plein de mots et que vous connaissez sans doute intuitivement, parce que c'est aussi du grec, mais c'est du grec qui remonte à l'indo-européen, une racine indo-européenne qui connote la génération. Génération, ça vient de la même racine. Généalogie, ça vient de la même racine. Générer, ça vient de la même racine. Genre, ça vient de la même racine. Tout ça connote la génération. Et donc les mythes anthropogoniques, ce sont les mythes qui vont vous exposer l'origine de l'humanité. Au début, il n'y avait pas d'humains. Il s'est passé quelque chose, une seule fois, qui fait que maintenant, apparemment, il y a des humains. Alors, juste pour finir la question des... parce qu'il y en aura peut-être besoin par la suite, au début, il n'y avait pas d'humains. Il se passe quelque chose qui fait que... Alors, il y a plein de versions, bien entendu. Maintenant, il y a des humains. Bon. Mais on peut se dire, bon, il y a des humains, il y a une seule espèce humaine, actuellement. Il y en a eu plusieurs dans le passé, mais actuellement, il n'y en a qu'une. Et donc, tout va bien. Il n'y a aucune raison de se chamailler. Tout ça, c'est la même espèce. Voilà. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des guerres, des trucs comme ça. Ah oui, ça, c'était à l'origine. Mais il s'est passé quelque chose que vous racontent les mythes, et qui vous explique que, maintenant, il n'y a pas un seul peuple humain, il y a plusieurs peuples. Ce sont les mythes ethnogoniques. Il y a plusieurs peuples. Et comme on sait, du fait qu'il y a plusieurs peuples, eh bien, tôt ou tard, il y a des guerres, il y a des affrontements, etc. Oui, mais d'accord, mais oui, c'est comme ça, mais au sein de chaque peuple, au moins, ça va. Pas au sein de chaque peuple, quand même. Bon. Ah oui, ça, c'était à l'origine. Oui, à l'origine, oui. Mais il s'est passé quelque chose qui vous explique que maintenant, et ça, ce sont les mythes sociogoniques, qui vous expliquent que maintenant, il y a des puissants et il y a des misérables. Et il y a des riches et il y a des pauvres. Et ainsi de suite. Vous avez toujours des mythes qui vous exposent, qui donnent du sens à l'état présent du monde, en rappelant un événement du passé qui explique que ce soit comme ça. Et ça se termine, ce grand coup de zoom, parce que vous voyez bien qu'on resserre, sur les tout petits détails du monde. Et les tout petits détails, c'est ce qu'on appelle les mythes étiologiques, qui vous expliquent pourquoi cet oiseau-là, il a du rouge sur la tête, puis l'autre à côté, qui est exactement pareil, en fait, il n'a pas de rouge sur la tête, lui. Pourquoi ? Ah ben, au début, il n'avait pas du tout de rouge sur la tête sur aucun oiseau, mais il s'est passé un truc. Il y en a un qui est monté jusqu'au soleil, il a pris un peu de feu, il l'a ramené aux humains, par exemple. Petit Prométhée, volant. Et c'est depuis qu'il s'est brûlé la tête, et c'est pour ça qu'il a du rouge. Ça, ce sont les mythes étiologiques. Vous en connaissez peut-être, d'ailleurs, parce que ces mythes-là, les mythes étiologiques, sont extrêmement répandus. Alors, pour comprendre ce qu'il en est, puis pour avancer un peu plus, et pour parler donc des mythes anthropogoniques, avant de faire comme plein d'auteurs font, qui se précipitent pour expliquer les choses. Alors moi aussi, je vais me précipiter, mais lentement. Avant d'expliquer les choses, il faut peut-être regarder de quoi on parle avant de commencer la moindre explication. Vous avez des bibliothèques entières de gens qui ont prétendu expliquer la mythologie sans prendre le temps de regarder exactement de quoi ils parlaient. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a tellement des mythes que les questions les plus simples, eh bien, grosso modo, à leur propos, grosso modo, personne n'est capable de répondre, et vous allez le voir très vite. Et donc, avant de me précipiter, je me suis dit, hop. De quoi on parle quand on parle des mythes anthropogoniques ? Depuis quand il y en a ? Il y en a partout ? Ou c'est juste en Europe ? Ou en Europe puis en Afrique ? Ou je sais pas, ou partout ? Ils sont tous pareils ? C'est universel ? Toutes ces questions-là, qui sont des questions très simples, avant d'essayer de répondre, comme font plein de gens, les psychanalystes, il y a plein de bouquins qui se précipitent pour répondre à ces questions-là, et qui n'ont jamais fait ce que je vais vous montrer là, c'est de faire d'abord un inventaire pour savoir exactement de quoi on parle. Donc j'ai commencé par faire une base de données des mythes anthropogoniques. Une base de données, c'est facile. Dans son état le plus simple et le plus ancien, c'est une boîte à chaussures avec des fiches dedans. C'est les fiches perforées de Laurent Gourand, pour ceux et celles qui connaissent ici.
Mais voilà, on met des informations et on les classe pour pouvoir les retrouver facilement. On met ça dans l'ordre alphabétique, numérique, ce que vous voulez, un ordre en tout cas, pour s'y retrouver, parce que sinon vous avez un énorme tas de fiches où vous ne vous y retrouvez pas. Les mythes, c'est pareil. Il y en a tellement, j'ai un énorme tas. Si je veux y voir un peu plus clair, il faut que je classe ça un peu. Donc, base de données. Alors maintenant, les bases de données, on n'utilise plus trop une boîte à chaussures avec des petits cartons, on utilise un ordinateur. Et ce que vous voyez là, c'est l'équivalent d'un carton dans une boîte à chaussures. La boîte à chaussures, c'est l'ordinateur, l'écran. Ce qu'on voit sur l'écran, en tout cas, c'est une des fiches, et je peux les faire défiler. Et toutes ces fiches sont faites selon le même modèle. C'est-à-dire que dans une des cases, je vais noter le fiche, voilà, une autre fiche, je vais noter le mythe tel que je l'ai rencontré, tel que je l'ai entendu, tel que je l'ai lu, tel qu'on me l'a raconté, etc. Je mets ça dans cette case-là, et je mets là dans sa version originale, c'est-à-dire dans la langue dans laquelle il a été publié, répandu. C'est peut-être pas la langue d'origine d'ailleurs, hein, du conteur ou de la conteuse. Mais je le note là, tel qu'il est accessible pour l'instant, puis je note la source aussi. Les sources, c'est toujours bien d'avoir les sources, parce que si on n'est pas d'accord avec moi, allez-y, vérifiez. Hein, et moi-même, je peux vérifier, ou peut-être j'ai pas pensé à tout au premier coup, je peux retourner voir. Donc c'est la première chose que je fais. Ensuite, le mythe, un peu plus compliqué, désolé, mais vous comprendrez pourquoi ensuite, je le décompose en sémithèmes. On s'était mis d'accord au début, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, vous le dites, donc mythème, ça pose aucun problème. C'est ça? Qui comprend mythème? Alors, un mythème, c'est un atome de mythe. C'est un atome de récit. C'est la plus petite unité de récit. Quand je raconte quelque chose, une histoire, je fais des phrases. En gros, les phrases, c'est presque la même chose que les mythèmes. C'est des petits bouts d'histoire. Et en les mettant bout à bout, ça va faire une histoire. Voilà. Et alors, quelle différence entre mythème et une phrase, simplement? C'est que, pour reconnaître les mythèmes, je fais ce qu'on appelle une analyse structurale. C'est compliqué, mais c'est très simple, vous allez voir. Si je dis, il y avait une fois dans une forêt une petite masure. Vous entendez bien au ton que j'emploie et à ce genre de phrase que je ne vais pas continuer en racontant ma vie, là. Que manifestement, c'est un début de quelque chose qui ressemble à un conte. Mais si je dis, là, je viens de dire, il y avait une fois dans une petite forêt une petite masure. Je peux dire, il y avait une fois dans une sombre forêt un château. Ou il y avait une fois dans une petite prairie un petit lapin. Etc., etc. Vous voyez bien que c'est les mêmes incipit, le même début d'histoire, ça débute une histoire, mais à chaque fois il y a quelque chose qui change. Un coup je peux dire château, un coup je peux dire masure, un peu je peux dire une hutte, je peux dire une petite maison, je peux dire une maison au chocolat, tout ce que je veux, voilà. Mais là où ça change, quand je peux changer comme ça, et puis qu'on voit que l'histoire continue, ça c'est un mythème. Et donc ce que je fais dans ma base de données, c'est que quand un mythème est là, en face, je mets 1 dans les petites cases que vous voyez plus ou moins bien là, peut-être les gens devant les voient mieux. En tout cas, il y a des petites cases avec des 1 puis des 0. Quand le mythème n'est pas là, je mets un 0. Exemple, si dans la forêt, il y avait une masure. Bon, dans la forêt, il y avait une masure, c'est un mythème. Est-ce qu'il est là dans l'histoire que je raconte? S'il est là, si c'est dans l'histoire, je mets 1. Si c'est pas dans l'histoire, pas grave, je mets 0. Et je fais comme ça pour toute l'histoire, et toutes les histoires, et tous les mythes que j'ai pu réunir. Et vous verrez l'intérêt de ça ensuite. Ici, j'indique l'ethnie, c'est-à-dire le peuple, le groupe humain, au sein duquel l'histoire a été recueillie, racontée. Là, vous voyez, ce sont les Namas. Les Namas, c'est un groupe d'Afrique australe qui a donné son nom à la Namibie. Et ici, je note la famille linguistique de la langue que parlent les gens qui ont raconté l'histoire. Ici, c'est le Khoisan. Le Khoisan, c'est une langue à clics. Vous savez, les clics, c'est ça, des clics. Nous, dans notre langue, dans notre culture, on a des clics. Mais les clics, on les utilise pas comme des unités linguistiques, on les utilise en signe de réprobation, par exemple, quand vous faites... C'est un clic. Mais ce n'est pas une unité linguistique dans la langue. Et si vous appelez les poules en faisant...
C'est aussi un autre clic latéral, la clic latérale, mais c'est pareil, c'est pas dans la langue. Il y a des gens qui parlent des langues dans lesquelles les clics, c'est l'équivalent pour nous, deux clics différents, pour eux, c'est la même différence qu'entre B et P pour nous. C'est ce qu'on appelle les langues à clics, les langues coïsanes. Et puis, je note ici le géoréférencement, c'est-à-dire cette histoire a été racontée à un moment donné, quelque part sur le globe. Et quelque part sur le globe, ça veut dire des coordonnées géographiques, latitude, longitude, je le note. Et une fois que j'ai fait ça, ce qui me prend un certain temps, parce qu'évidemment, il faut que j'essaye idéalement de recueillir tous les mythes anthropogoniques. Mais c'est raté d'avance. C'est juste pas possible, hein, puisque évidemment, on comprend tout de suite qu'il y a plein de peuples dans le monde qui ont disparu avant que quiconque note leur mythologie, et qui ont même disparu avant que quiconque note leur langue. Et il y a même plein de peuples dont on ne sait même pas qu'ils ont existé. Donc on ne connaîtra jamais leur mythologie, donc on ne peut pas être exhaustif. Donc comment faire dans un cas comme celui-là? C'est simple. Au début, c'est facile parce que vous avez des recueils de mythes, des anthologies, des gens qui ont travaillé depuis longtemps sur les mythes, etc. Vous trouvez assez facilement des mythes d'origine de l'humanité, et puis vous mettez ça dans votre base de données, vous mettez 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 100, puis à un moment donné, il arrive que vous en trouvez un, et vous l'avez déjà noté, il est déjà dedans. Et cette situation-là, vous en trouvez un qui est déjà dedans, ça arrive de plus en plus souvent. Et il arrive un moment où pour en trouver un nouveau, eh ben, c'est très difficile, et puis ça devient limite impossible. Où on peut se dire, à ce moment-là, j'ai pas fait le tour, je les connais pas tous, mais je vais pas doubler le nombre, là. Si j'en trouve des nouveaux, ça va pas changer grand-chose au schmilblick. Et donc, à ce moment-là, j'arrête, et je peux voir ce qui va sortir de ce travail de fourmi, qui dure très longtemps. Et ce qui va sortir, la première chose qui sort, qui est très facile, grâce à l'informatique démocratique, si je peux dire, puisqu'on n'a plus besoin maintenant d'un ordinateur qui ne tiendrait pas dans la salle, là, pour faire ce genre de truc. Ça marche même sur un iPhone, maintenant, si on veut. On peut faire des cartes avec 2 clics. Alors qu'avant, à la main, bonjour. Hein. Et je peux faire la carte de répartition de tous les mythes anthropogoniques présents dans ma base de données. Ça donne ceci. Il y en a 1729 à la date de cette carte-là. Maintenant, il y en a un peu plus. Pas beaucoup plus. Cette carte, pas la carte de répartition des mythes que vous avez peut-être jamais vue, sauf si vous avez lu le livre dont il parlait tout à l'heure, le fond de carte, vous le connaissez depuis que vous êtes petit et petite, là. On a tous vu ça à l'école, plein de fois. Cette carte-là, on la voit partout. Dès que quelqu'un vous parle d'une répartition mondiale de ce que vous voulez, vous avez cette carte-là. Et cette carte-là, elle est parfaite, hein. La France est au centre du monde. Et l'Amérique est à gauche. Comme chacun sait, l'Amérique est à gauche. Et donc cette carte, elle me sort par les yeux. Non seulement pour ça, mais parce qu'elle a 1000 autres défauts. Notamment, elle ne respecte pas la superficie des continents. C'est la projection de Mercator, qui est parfaite pour naviguer, pour traverser, pour aller en Amérique, justement. Parce qu'elle permet de garder les caps, mais elle ne respecte rien d'autre. C'est-à-dire que là, si vous prenez l'Afrique, vous la mettez tranquille dans l'Amérique du Nord. Eh bien, c'est pas possible de mettre l'Afrique dans l'Amérique du Nord virtuellement. C'est le contraire qui est possible, parce que l'Afrique est beaucoup plus grande, en réalité, que l'Amérique du Nord. Alors, j'utilise une autre projection, qui est la projection quincontiale de Peirce, beaucoup moins connue que celle-là, certes, mais je vais vous la montrer. Ça, c'est la même carte que je vous montre. Et là, les orientations et les superficies et les distances sont respectées. Vous avez peut-être du mal à vous y retrouver au premier abord, peut-être même au second abord, hein, mais c'est très facile, vous allez voir très rapidement que l'Australie est ici. Voilà, vous familiarisez. L'Afrique, l'Amérique, regardez les superficies entre l'Afrique et l'Amérique du Nord, et l'Amérique du Sud. Donc vous voyez, mettez ça bien dans la tête, vous savez lire la carte maintenant, et c'est cette carte-là que je vais utiliser, parce que outre
les avantages que je viens de dire, elle en a d'autres qui sont extrêmement utiles pour mon propos. Alors, voici la carte avec la répartition des mythes anthropogoniques. Sur cette carte, il doit y avoir quelque chose qui vous saute aux yeux. Une critique à me faire. Il y a des trous. Donc la question qui se pose quand il y a des trous dans une carte, c'est de savoir si les trous, c'est des trous qui sont là parce que celui qui a fait la carte, il ne connaît pas bien la documentation et puis il est passé à côté de la doc. Parce que, pour 1000 raisons, voilà, ou si c'est une erreur quelque part, ou si c'est des vrais trous. C'est-à-dire que là, il n'y a rien, vraiment. Et c'est pas indifférent de le savoir, il faut le savoir, pour aller plus loin. Et quand on regarde les trous sur la carte, on s'aperçoit très vite que, grosso modo, ils correspondent aux grands déserts du globe. Si on avait un globe, on verrait que les grands déserts, ils font une ceinture annulaire, comme ça. Ils sont tous à la même hauteur, évidemment pour des raisons climatiques. Bon. D'impact solaire. Et là, ça c'est ce que j'ai entouré, c'est le plus grand désert du globe, désert chaud du globe, il y a des déserts froids. Et évidemment que si je suis au Sahara, c'est le Sahara, et que j'arpente le Sahara avec mon magnétophone dans l'espoir d'interroger les gens en leur posant la question « Bonjour, alors moi je m'intéresse au mythe d'origine de l'humanité, et donc voilà, j'aimerais savoir si on vous dit, voilà, d'où vient l'humanité, est-ce que vous avez raconté des trucs, ou vos parents, est-ce qu'ils racontaient des trucs, vos grands-parents, tout ça, est-ce que chez vous on raconte des trucs ?» Bon, pour me nourrir mon enquête, il faut déjà que je rencontre des gens. Si c'est au Sahara, je dis pas qu'il n'y en a pas des gens, il y en a, il y a les Touaregs, les Toubous, tout ça, mais il y en a très peu. Et quand il y en a, et qu'on les rencontre, si on pose la question, eh ben je connais déjà leur réponse. Parce que leur réponse, pour ce qui est du Sahara, elle est dans le Coran. Parce que non seulement il y a des zones désertiques du globe, mais il y a aussi des grandes zones du globe qui sont souvent les mêmes, pas toujours, mais qui sont souvent les mêmes, où il y a eu par-dessus une nappe de colonisateurs. Il existe des peuples colonisateurs, voyez-vous, qui ont imposé une nouvelle façon de voir le monde, et qui ont dit, ton histoire sur l'origine du monde, là, elle n'est pas bonne, voici la bonne. Et qui se sont arrangés pour que les gens qui pensaient que c'était une autre histoire qui était la bonne, abandonnent leur histoire et en racontent une nouvelle. Donc, en fait, les trous que j'ai dans ma carte correspondent bien à de vrais trous et pas à des trous documentaires. J'ai pas un trou parce que, par exemple, je connais pas l'arabe et que la documentation, elle est toute en arabe et donc elle m'aurait échappé. Pas de chance, je connais l'arabe. Donc... Alors, une fois que j'ai fait ça, j'ai répertorié ce que j'ai pu trouver comme mythe d'émergence. On dit souvent que la mythologie, c'est de l'imaginaire. Ça a un rapport avec l'imaginaire, évidemment. Mais quand on dit c'est de l'imaginaire, on a l'intuition... certaines pensent que tous les coups sont permis avec l'imaginaire. Il n'y a pas de limite. L'imaginaire, c'est comme on veut, hein. On fait comme les rêves et tout ça, on imagine, quoi. Donc, il n'y a pas de limite physique, tout ça, facile. Donc, on peut se dire les mythes. Si c'est ça, il va y avoir des centaines de milliers d'histoires, en fait, presque autant que d'humains, en fait. Si c'est juste on imagine des trucs. Et bien, quand on fait l'inventaire, on s'aperçoit que les mythes d'origine de l'humanité, grosso modo, il n'y en a qu'une dizaine. Première surprise, c'est extrêmement limité. Donc, ce n'est pas de l'imaginaire débridé, comme ça. Ça a un rapport avec l'imaginaire, certes, mais ce n'est pas de l'imagination débridée. Et je peux faire des cartes aussi pour chacun de ces grands types. Là, c'est un type que j'ai appelé le mythe d'émergence. C'est le mythe de l'émergence primordiale de l'humanité, ou le mythe de l'émergence primordiale de l'humanité et des animaux. Je ne connaissais pas ce mythe. Je l'ai rencontré la première fois au Botswana, où j'allais, parce que comme on vous a dit tout à l'heure, comme Michel Gagny vous l'a dit, je suis un fondu d'art préhistorique et d'art rupestre, et donc j'allais là, dans les Tsodilo Hills, parce que là, il y a de l'art rupestre en plein air, comme souvent dans beaucoup d'endroits du monde. Juste petite parenthèse, les grottes, vous savez, c'est une exception mondiale pour l'art préhistorique. Les grottes, il y en a un peu plus de 400, c'est peanuts, absolument peanuts par rapport aux centaines de milliers de sites d'art préhistorique dans le monde.
C'est pilote, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, hein. Mais on a tendance à oublier que partout il y en a, partout où il y a eu des humains et des cailloux, il y a de l'art préhistorique. Et donc moi j'ai coutume depuis un certain temps à me promener dans ces endroits-là pour ma documentation personnelle, ça m'intéresse, etc. Donc je vais là parce qu'il y en a beaucoup. Et là c'est un parc naturel, national, tout ça. On n'y va pas comme ça, comme on veut. On est obligé d'avoir un guide, obligé d'être en groupe, on ne peut pas balader comme ça le nez au vent, on est guidé. Donc je me trouve dans un groupe, avec d'autres gens que je ne connaissais pas, et un guide qui lui connaît les lieux évidemment comme sa poche, un guide qui parle un san, donc quelqu'un qui parle une langue khoisan, un bushman comme on disait autrefois. Et donc lui, il montre les sites, il explique 2-3 trucs, mais il montre surtout là où il faut regarder pour voir les images. Et donc je prends des photos, les gens avec moi prennent des photos, tout le monde prend des photos, puis on voit un site, puis 2 sites, puis 3 sites, puis 4 sites, puis 5 sites, et puis les gens ils commencent à prendre moins de photos. Et puis de moins en moins de photos. Puis à un moment donné, ils prennent des selfies, puis ils prennent plus trop de photos des arts préhistoriques, là, parce que c'est vrai, les images préhistoriques, tu en as vu 10, en gros tu les as toutes vues, hein. C'est bien joli, mais bon, c'est comme les dolmens, tous ces trucs, toi, t'en as vu 10, bon, bah, tu les as tous vus, hein, bon. Et donc, en gros, les gens, ils commencent à papoter, tout ça. Bon, on sent, le guide, il sent que ça se relâche sérieux, l'attention. Et moi, j'étais toujours en train de galoper partout pour faire tout prendre en photo. Donc, évidemment, il me repère. Et il vient me voir, il me prend à part à un moment donné, puis il me dit, bon, écoute, toi, ça a l'air d'intéresser. Si tu veux, je peux te montrer un truc, parce que là, d'habitude, on ne le montre pas aux gens, parce que, bon, tu vois, ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais je peux te montrer un truc, voilà, qu'on ne montre pas, d'habitude. Moi, je me dis, waouh! Bien, il va me montrer la peinture rupestre absolument géniale. Je voyais déjà la publication qui se profilait à l'horizon et tout, ah, trop bien. Et donc je le suis, super content, et il m'emmène là. Il me dit, voilà, fier comme Artaban. Je dis, ah ouais. Vous voyez en haut, en bas, l'échelle fait 20 cm. Et là où il faut regarder, c'est là que c'est intéressant. Et là, me dit-il, c'est là que les premiers humains et les premiers animaux qui vivaient dans les cavernes souterraines depuis toujours sont sortis à l'air libre et se sont dispersés de par le monde. Et la preuve que c'est vrai, et la preuve que c'est là, c'est que sur la pierre d'à côté, on voit les traces des doigts des premiers humains qui se sont imprimés dans la pierre quand ils sont sortis, parce que c'était pas commode, vous voyez le diamètre un peu du trou, là, ça ne devait pas être commode, effectivement. Donc, ils sont sortis comme ça, vous imaginez, et ils ont laissé leurs traces dans la pierre au temps où les roches étaient molles. Je crois qu'il y a au moins un géologue dans la salle, donc il doit savoir que ça, en réalité, comme c'est du grès, ça s'appelle des ripple marks, et que donc c'est pas du tout des traces de doigts d'humains, hein, et que c'est le ripple mark, c'est comme disait Théodore Monod, le grès c'est un ancien sable et un futur sable, et que donc c'est un ancien sable qui s'est, disons, aggloméré, solidifié pour aller vite, et que c'est un ancien rivage, et que sur les rivages vous avez tous vu sur le bord de l'eau, ben voilà, des endroits où ça fait des ripples, voilà, des rides, et quand ça se solidifie, que ça prend une forme de grès, c'est ce que les géologues appellent ripple marks. Mais pour les gens du coin, ça, c'est la preuve que le récit est vrai, puisqu'il est même inscrit dans la pierre, et que ce n'est pas les humains qui peuvent faire ça, c'est comme ça. Ça remonte à un temps, au temps où les roches étaient molles. C'est ce que les mythologues appellent un signe achéropoïète. Chéro, c'est la main, chiropracteur, etc. Poïète, poésie, c'est la création. C'est un privatif. Achéropoïète, c'est quelque chose qui n'est pas fait par la main de l'homme. C'est pas quelqu'un qui, avec un burin, s'est mis à faire une fausse gravure, etc. Parce qu'autour, vous avez aussi des cupules. J'ai cru entendre qu'il y avait des gens que ça pouvait intéresser. Il y a des cupules autour, et là, on vous dit, ce sont les traces des premiers animaux, des premiers ongulés, qui sont sortis par le même trou et qui ont laissé les empreintes de leurs sabots. Ça aussi, c'est achéropoïète. C'est pas fait par les humains. Ça remonte au temps mythique, au temps où les roches étaient molles. Donc, il me raconte ça. Et je trouve ça sympa parce que tout le monde adore qu'on entende des histoires, moi aussi, comme tout le monde. Voilà. Donc je mémorise ça, je fais une photo, un peu en me disant, si je fais pas une photo, le mec il va être vexé et tout. Bon, je fais une photo. Bon, voilà. Bon, mais c'est tout, à ce moment-là, ça m'a pas marqué plus que ça. Mais, longtemps après, je me suis trouvé en Utah, dans un canyon qui s'appelle Crane Creek et à un endroit qui s'appelle Birthing Rock,
où là, vous avez un gros bloc cubique sur lequel il y a des gravures. Et ces gravures sont publiées, elles sont connues, étudiées par des spécialistes de l'art rupestre, de l'art pariétal et rupestre en Amérique du Nord. Et on voit, alors sur la photo c'est difficile à dire, vous avez Bertram Savadava, mon ami Hopi, qui fait de l'ombre comme ça pour améliorer un peu la photo, mais c'est pas génial quand même. Mais vous pouvez deviner quand même qu'il y a une espèce de bonhomme, avec les bras comme ça, puis les jambes écartées. Puis au-dessous, vous avez des petits points ici, comme des traces de pas, là, voilà. Et le bonhomme, il est là, vous avez la tête ici, un bras, le corps, une jambe, et entre les jambes, un gros truc. Et donc, il y a des savants qui ont dit, le gros truc en question, en fait, c'est un sexe féminin. Et donc, ça, c'est la mère, la grande mère, la déesse mère, quoi. Hein, voilà, voilà. Et donc, voilà. Et puis il y a d'autres savants qui ont dit oui, enfin pas vraiment, parce qu'en fait c'est un homme. Et comme ça arrive, et on a plusieurs autres cas de représentation rupestre de la même chose, il est atteint d'éléphantiasis des testicules, et donc voilà, c'est comme ça. Et donc les spécialistes discutent, ils se mettent pas d'accord, et Bertram Savadava, du plus loin qu'il voit l'image, il dit ah, mais ça, c'est le mythe d'origine, c'est notre mythe d'origine, c'est le mythe d'origine des Hopis. Nous, les Hopis, on pense que à l'origine, on vivait sous terre et qu'un jour, on est sorti par un trou qui s'appelle Sipapou. Et ce qu'on voit en dessous du personnage, là, c'est Sipapou. C'est le trou de l'émergence des premiers Hopis. Et les petites traces de pas que vous voyez ici, eh ben, c'est les traces de pas des premiers ancêtres qui se sont dispersés sur le globe en suivant les 4 Orients, me raconte-t-il. Et un petit moment après, je me trouve dans l'île de Jeju. L'île de Jeju, alors voilà, ça c'est l'ancêtre, le premier Hopi, le trou de l'émergence, les traces de pas de la dispersion primordiale. Et donc, à Jeju, c'est une petite île qui se trouve au large de la Corée du Sud. Et Jeju, là, quand vous êtes là, c'est juste l'horreur, en fait, parce que, enfin pour moi en tout cas, qui vis à la campagne tranquille, parce que c'est ce que vous pouvez imaginer de pire dans le modernisme genre japonais, Séoul et tout ça, quoi. Les villes avec des néons partout, les machines à sous, les bagnoles qui passent dans tous les sens, les buildings immenses, des lumières partout, enfin un bruit infernal. Vous êtes là, voilà. Vous marchez dans une rue, sur un trottoir, c'est pas fait pour les piétons, ce genre d'endroit. Vous arrivez à marcher quand même, et à un endroit, pof, vous tombez là-dessus. Ah, enfin, truc paradisiaque en plein milieu de ce truc. Et ça, c'est un temple construit au XVe siècle. À ce temple, il y a toujours un pèlerinage tous les ans. Et les gens viennent en pèlerinage ici parce que autour, ici, voilà, ici, vous avez les 3 trous par lesquels sont sortis les 3 ancêtres des 3 clans qui ont peuplé l'île de Jeju et qui auparavant vivaient dans les grandes cavernes souterraines sous terre. Alors, rendu là, je me suis dit, c'est quand même un petit peu bizarre parce que on a 3 endroits complètement différents. Et il y en a beaucoup d'autres, je vous passe parce qu'on n'a pas trop le temps, mais il y en a beaucoup d'autres des endroits comme ça, où aujourd'hui vous pouvez trouver des gens qui vous disent, c'est là que mes ancêtres à moi, nos ancêtres à nous là, ils sont sortis des cavernes primordiales où ils vivaient avant. Et ça s'est passé là, le trou, on le voit, il est là. C'est pas ailleurs, c'est là. Et au Botswana, c'est là. Et à Crane Creek, c'est là. Et à Jeju, c'est là. Et en 1000 autres endroits du globe, c'est là. Et donc à chaque fois, des gens qui ont évidemment, de notre point de vue moderne, une origine différente, qui parlent une langue différente, qui parlent des langues qui appartiennent à des familles différentes même, des gens qui ne se sont jamais rencontrés, dont les cultures sont opposées les unes des autres, dont historiquement on sait bien qu'aucun contact entre eux n'a jamais été documenté, ni entre eux ni entre leurs ancêtres. Ces gens racontent la même chose sur leur propre origine. Or, l'origine de soi et l'origine de son groupe, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pas quelque chose qu'on raconte comme ça pour rigoler en fin de banquet. C'est quelque chose d'extrêmement important, auquel les gens tiennent, en général, partout dans le monde. Alors la question qui se pose, c'est comment se fait-il que sur leur propre origine, des gens aussi différents, à
tous les endroits, plein d'endroits différents du globe, racontent la même chose. C'est pas exactement la même chose, évidemment. Les noms des héros changent. Les Hopis vous disent, quand on est sorti, il y avait 4 étages. Ça a duré longtemps. Alors, du coup, le mythe Hopi, pour le raconter, il faut genre 4 jours. Bon, c'est un truc très long, invraisemblable, voilà. Puis d'autres, ils vous racontent ça en 5 minutes. Bon, voilà. Mais c'est pas pareil. Mais c'est la même histoire. C'est toujours nos ancêtres et les ancêtres de tous les animaux vivaient sous terre. Un jour, ils sont sortis à l'air libre. Alors la question que ça pose, c'est comment se fait-il? Pour répondre à cette question, j'ai continué à faire des cartes, à faire des bases de données et à faire l'inventaire des mythes d'origine de l'humanité. Des cartes avec une idée dont je ne vous ai pas parlé, mais en arrière-plan, une idée qui est l'idée de faire de l'aréologie, pas de l'aérologie, comme certains font ici, je comprends, mais de l'aréologie. L'aréologie, c'est l'étude des aires de répartition. Vous prenez un phénomène culturel, vous faites une carte, vous avez une aire de répartition. Vous auriez fait la même carte du même phénomène culturel un siècle avant, vous auriez eu une autre répartition. Et un siècle avant, une autre. Et 1000 ans avant, si le phénomène était toujours avéré à ce moment-là, évidemment, une autre répartition. Ce qui fait qu'on peut dire que les cartes et que la géographie, c'est de l'histoire figée. Et que, en comparant les cartes, en faisant beaucoup de cartes, on peut avoir l'espoir de reconstituer l'histoire. C'est pour ça que je fais des cartes, c'est pour faire de l'aréologie. Et donc, je fais autant de cartes que de mythes que j'ai pu recueillir, de mythes anthropogoniques en tout cas. Donc il y en a une dizaine, je ne vais pas tous vous les raconter, mais celui-là au moins. Il y a un mythe très répandu, vous voyez qu'il est très répandu, celui-là aussi, qui est le mythe dit de la choroplastie. Ça tombe bien, on va gagner du temps, tout le monde comprend le mot. Choré, en grec, désigne la jeune fille. Le choroplaste, plastein en grec, ça veut dire façonner, modeler. Celui qui modèle des jeunes filles, des statuettes de jeunes filles, j'entends, des petites en argile, fabrique des petites céramiques qui représentent des jeunes filles. Celui-là, en grec, on l'appelait le choroplaste. Et par extension, un choroplaste ou une choroplaste, c'est quelqu'un qui fabrique des petits objets en argile, et notamment des représentations humaines en argile. Et donc une divinité choroplaste, c'est une divinité qui, à l'origine, il n'y avait pas d'humain. Mais un jour, une divinité a pris une boulette d'argile, l'a modelée, a insufflé l'âme et a créé le premier humain. C'est une histoire que vous connaissez, bien entendu. Eh bien, la divinité qui a fait ça, c'est une divinité choroplaste. Voici la répétition des mythes de choroplastie que j'ai pu répertorier. Mais dans chaque type, donc c'est un des types d'origine de l'humanité, un des types des mythes anthropogoniques, mais au sein de chaque type, il y a des sous-types. Ça aurait été trop simple, évidemment. Non, il y a des sous-types. Et par exemple, voici la répartition d'un sous-type qui est le mythe du corps souillé. Qui connaît le mythe du corps souillé ? Je sais pas ce qu'ils foutent à l'école et tout, mais bon. Donc le corps souillé, c'est un mythe de choroplastie particulier qui se situe dans un type de mythe de création où vous avez deux divinités. Vous avez une divinité bonne et une divinité mauvaise. Dans la Bible et dans notre culture, disons générale, on a ça aussi. La mauvaise, chez nous, s'appelle le diable, et l'autre, on l'appelle Dieu, simplement, dans le langage commun. Bon. Mais donc, il y a plein d'endroits du monde comme ça, où c'est comme ça. Il y a un bon et puis un mauvais. Ils se chamaillent, et ce qui arrive régulièrement, c'est que le mauvais, en fait, il fait des bêtises, et il essaye de massacrer tout ce que fait l'autre. Alors, il y a des petits mythes étiologiques, je vous ai parlé, vous vous rappelez, les mythes étiologiques, c'est les mythes qui vous exposent comment sont arrivés les petits détails du monde. Donc, par exemple, un petit mythe étiologique qui est connu en France, qui est très répandu, parmi bien d'autres, vous dit que Dieu, à l'origine, il a, dans son infinie bonté, il a créé l'abeille. Voilà, parce que Dieu est bon, et donc l'abeille, c'est bon. L'abeille, ça fait du miel, c'est bien, c'est sucré, c'est doux le miel, voilà. Et le diable a voulu le limiter, et comme il n'est pas très malin, il a créé le frelon.
Donc, petit mythe étiologique qui vous explique la différence entre l'abeille et le frelon. Et le frelon, au niveau miel, c'est pas ça. Et donc, ce genre de mythe, avec deux grandes catégories comme ça, c'est très répandu dans le monde. Et dans les mythes de choroplastie, il y en a un qui vous dit à l'origine, vous avez un dieu bon, qui a créé la Terre, le monde d'abord, la Terre, et qui, ayant créé tout ça, est content. Ce qui est généralement le cas de toutes les divinités qui ont créé un truc. Hein, genre le 7e jour, je me repose, et c'est fini, on ne plus parler, terminé, bon, très content. Hein. Donc, c'est très répandu, mais il y a beaucoup de mythes qui vous disent, bon, il est content, il a créé le monde, mais au bout d'un certain temps, il s'ennuie. Il ne se passe rien. Donc c'est nul. En plus, il est éternel, lui. Alors, comme dit l'autre, hein, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Donc, il s'ennuie, et il se dit, il faudrait que je crée quelque chose qui mette un peu d'animation. Et donc, il se dit, bah, un truc simple, en fait, je vais créer l'humanité. Hein, comme ça, au niveau animation. Et donc, comme c'est un mythe de choroplastie, il prend une petite boulette d'argile, il la façonne, il crée le premier homme. Il prend une autre petite boulette d'argile, il la façonne, il crée la première femme. Il est content, il trouve ça bien, il est content de lui, quoi. Hein, voilà. Il les regarde, 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 et il ne se passe rien du tout. Évidemment, parce qu'elles sont inanimées. Et il se dit, évidemment, l'âme, il faut insuffler l'âme. S'il n'y a pas d'âme, ça ne peut pas marcher, mon truc. Évidemment, il faut que j'insuffle l'âme. Et l'âme, où est-ce que je l'ai fourré déjà Ah oui, alors il l'a fourré, il l'a laissé dans un coin à l'autre bout du monde. Donc il faut qu'il aille chercher l'âme. Bon, alors il part chercher l'âme pour animer les statuettes, mais il se ravise en disant, oh là là, si je pars là, l'hôte, il va venir. L'hôte, il s'appelle Erlik, dans cette zone-là, qui est la version que je raconte, c'est une version sibérienne. Erlik, il va arriver, et Erlik, aujourd'hui, de nos jours, dans toutes les langues turco-mongoles, c'est le dieu de la mort. Erlik va arriver, et je ne sais pas ce qu'il va faire, il fait toujours des conneries, donc les statuettes, je ne sais pas ce qu'il va bricoler, mais oh là là, il faut que je trouve une solution. Et comme il n'est jamais pris au dépourvu, il se dit, ah c'est simple en fait, je vais créer le chien, parce que le chien c'est un gardien, il va garder les statuettes, et voilà, tout est joué. Donc il crée le chien. Le chien est là, et il faut savoir que le premier chien, à l'origine, le premier de tous les chiens, il n'avait pas de poils, et il parlait. Vous pouvez discuter, tout ça. Donc voilà. Et donc, comme vous pouvez discuter, il discute avec lui, il lui dit, bon, alors voilà, je t'explique, hein, moi, il faut que j'aille chercher un truc là. Donc, tu restes à côté des statuettes, hein, tu bouges pas de là, tu gardes les statuettes, et tu laisses approcher personne, et surtout, tu laisses personne toucher aux statuettes. Si tu as compris, le chien dit, pas de problème, pas de souci, je m'en occupe, pas de problème, tu peux y aller, voilà. Et donc, il s'en va, le dieu. Il s'en va, à peine il a disparu à l'horizon, que l'hôte, Erlik, rapplique, et il voit le chien. Et le chien, évidemment, lui, on lui a dit de garder les statuettes, donc il est à côté des statuettes comme ça, il regarde Erlik qui rapproche, et puis il fait comme ça. Donc Erlik, il se dit, oups, oh là là, c'est pas bon. Donc il s'approche du chien, il fait attention, et il dit au chien, je rappelle que ça se passe en Sibérie, et qu'en Sibérie, il ne fait pas toujours très chaud. Et le chien, les premiers chiens, comme je vous ai dit, il n'avait pas de poils. Donc le premier chien, il fait griller comme ça, mais en même temps, il fait ça, il n'a pas chaud du tout. Et Erlik lui dit, écoute, le dieu, là, il t'a créé, c'est bien, t'as bonne mine et tout, c'est bien, la queue, tout va bien. Hein. Mais il se croit toujours plus malin que tout le monde, et visiblement, il a oublié un truc, parce que je vois bien que t'as froid. Tu trembles, tu grelottes, c'est pas possible, quoi. Si tu veux, hein, voilà. Moi, je peux te proposer un truc, hein. Je te propose une robe hein, que tu pourras porter, tu la gardes après, hein, je te propose tu la gardes, qui te donnera chaud, et tu auras chaud toute ta vie après, et tous tes descendants, pareil, ils la garderont, ils auront la même. Et tous vous, les chiens, vous n'aurez plus jamais froid grâce à cette robe-là. Voilà. Enfin, c'est comme tu veux. Hein. Le chien, il est là comme ça, donc l'histoire de la robe, il se dit pas mal. Et il dit, bon, j'ai une petite condition, évidemment. Toute petite condition, c'est que tu me laisses approcher des deux statuettes. Mais je ne touche pas. J'approche, je regarde et tout, je ne touche pas. Pas de problème. Hein.
Le chien, il dit la robe et tout ça, puis l'autre, il a dit qu'il fallait pas qu'il y touche, donc s'il touche pas, ça va, il s'approche un peu, bon, c'est pas grave, tout ça, bon, il dit, ok, mais tu touches pas, hein. Donc, Erlich s'approche au-dessus, il arrive aux statuettes, elles sont par terre, là, les deux, sur un petit caillou, hein, et il se penche au-dessus des deux statuettes, il racle sa gorge comme ça, et sur chaque statuette, il crache un énorme crachat. Genre les gros verres, là, vous savez. Et je plaffe sur chaque statuette. Et le chien, il dit, oh là là là, j'ai fait une connerie, c'est sûr, j'ai fait une connerie. Et l'autre, il s'en va. Un petit moment après, le dieu bon revient. Il revient et il voit de très loin, il voit que le chien, il a des poils. Il se dit, bon, d'accord. Il va trouver le chien, il dit, bon, c'était quand même clair, c'était pas compliqué non plus, hein. Donc t'es même pas foutu de faire un truc aussi simple, donc alors, du coup, ça va être très simple, hein. C'est terminé les discussions. La parole, là, c'est fini, tu parleras plus jamais, c'est pas possible, parce que si c'est pour discuter avec l'autre, là, pour avoir un résultat comme ça, c'est vraiment pas la peine, hein. Donc, fini, tu pourras toujours essayer de parler, ça fera bouffe des trucs, quoi, la parole, c'est fini, la discussion, c'est fini. Bon. Très énervé, le mec. Bon. Allez, il se calme un peu, puis il dit, bon, là, bon, ça va, la robe, tu gardes. Bon. Et puis, de toute façon, tu seras aussi l'esclave des humains. À partir de maintenant, toute ta descendance, vous serez les esclaves des humains. C'est eux qui vous donneront à manger. Vous devrez garder leur maison. Voilà, vous irez à la chasse avec eux. Ils vous diront tout ce qu'il faut faire et tout. Il sera pas question de vous obéir. Ils vous taperont dessus, tout ça, voilà. Bon, quand même, franchement, bon. Il se calme un peu, puis il dit, ouais, les statuettes, au fait, parce qu'il a ramené l'âme avec tout ça. Bon. Donc, il prend les deux statuettes et voilà, il insuffle l'âme. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a des crachats de l'autre, là. C'est horrible, vraiment les trucs vraiment horribles, quoi. Gros verres et tout. Donc, il prend une petite touffe d'herbe comme ça, puis il frotte, comme ça, pour l'enlever, pour le nettoyer. Donc il frotte. Alors il arrive à pousser un peu comme ça, mais quand c'est rendu au bout de la statuette, comme ça colle tellement que rendu au bout, plac, ça passe en dessous, puis ça recolle en dessous. Donc il retourne, il fait pareil, pareil, il n'y arrive pas. Il essaye plein de fois, il n'y arrive pas. Il dit, oh, c'est nul, quoi, parce qu'il était vachement content de ces statuettes, quoi. Alors à un moment donné, il a une idée, parce que comme elles sont en argile et puis qu'elles sont encore un petit peu molles, eh bien il prend chaque statuette et il les retourne comme un gant. Ce qui fait que le crachat d'Erlich, qui était à l'extérieur, se retrouve à l'intérieur. Et nous autres, qui sommes les descendants de ces deux statuettes, à l'extérieur, généralement, on peut dire que ça va. Mais quand on ouvre et qu'on regarde à l'intérieur, c'est déjà beaucoup moins sexy. Parce qu'il y a les crachats d'Erlich qui sont là-dedans, c'est pas très agralant, comme on dit par chez moi, c'est pas terrible, quoi. Et en plus, et non seulement ils sont restés à l'intérieur, mais ça fermente là-dedans, voilà. Ce qui fait que régulièrement on tombe malade. Et quand on tombe malade, on crache. Pourquoi on crache? Parce qu'on essaye d'expectorer les crachats d'Erlich pour s'en débarrasser une fois pour toutes, mais tous les hivers ça reprend, et c'est toujours pareil, on n'y arrive jamais, on tombe malade, et un jour, on meurt. Et ce mythe répond tout à fait à la définition du mythe par Lévi-Strauss, qui vous dit qu'un mythe, c'est une histoire qui explique d'une seule haleine des tas de choses que nous autres, avec notre rationalité, nous n'aurions jamais pensé à réunir ensemble. Réunir avec une explication les raisons pour lesquelles, d'abord, expliquer l'origine de l'humanité, de l'homme et de la femme, parce que déjà que ce soit sexué, c'est pas si évident. Et puis, pourquoi nous sommes malades, pourquoi nous crachons, pourquoi nous mourons, pourquoi le chien ne parle pas, pourquoi le chien a une robe de poil, pourquoi le chien c'est un gardien, pourquoi le chien part à la chasse avec nous, etc. C'est une histoire qui explique tout ça d'un seul coup. Et ça, c'est un des propres des mythes aussi, qui explique des tas de trucs différents avec une seule histoire. Donc le mythe du corps souillé, vous le voyez ici, sa répartition. Vous voyez que sa répartition, elle est extrêmement limitée. Sibérie, et puis une extension du côté des, faut que je fasse attention, du côté des Balkans, voilà, cette petite répartition à l'échelle mondiale. Alors, si je compare la répartition du mythe souillé avec la répartition d'un autre mythe de l'origine de l'humanité, qui est le mythe de l'émergence que je vous ai raconté plus tôt, je vois que ces deux répartitions sont extrêmement différentes et qu'elles ne sont pas aléatoires. Et que non seulement elles ne sont pas aléatoires et qu'elles sont extrêmement différentes, mais qu'en plus elles sont complémentaires. Ce qui veut dire
quelque chose qu'il était impossible de voir sans faire une base de données et sans faire des cartes. C'est que les mythes universels, faut oublier. C'est que la répartition des mythes n'est pas aléatoire. Et que tout ça demande une explication. Comment se fait-il qu'on ait ce genre de répartition qui ne tombe absolument pas sous le sens et a priori, on ne voit pas de raison. Et je peux faire ça pour beaucoup d'autres mythes. Par exemple, ça c'est un autre mythe, le plongeon créateur. Je ne vous le raconte pas parce que, juste en 2 mots, c'est à l'origine, il n'y a que de l'eau. Je vous raconterai plus longuement après si vous voulez, si vous avez le temps. Il n'y a que de l'eau. Il faut créer les continents avant de créer l'humanité. Et donc, le Dieu qui s'ennuie, comme d'habitude, décide de créer l'humanité. Avant, il faut créer les continents. Il demande à un animal de descendre au fond des océans primordiaux pour prendre un peu de limon, le ramener à la surface. Il va saupoudrer ce limon à la surface des eaux primordiales. Le limon va se poser sur la surface des océans primordiaux, va se prendre sous forme de gel, comme un gel, qui va rester là, qui va s'étendre sur l'océan. Tous les oiseaux du monde vont venir battre des ailes et fixer ce gel sous la forme des continents sur lesquels ensuite le Dieu peut créer l'humanité. C'est le mythe du plongeon cosmogonique ou du plongeon primordial. Voici sa répartition. Et voici une des raisons pour lesquelles aussi je préfère la projection de Peirce. Parce que je viens de vous raconter cette histoire de manière très rapide et très simple, parce qu'on n'a pas le temps, puis parce que vous ne la connaissez pas, donc je suis bien obligé de vous la raconter un peu. Enfin, je pense que vous ne la connaissiez pas. Donc je suis bien obligé de la raconter un peu. Mais non, sachez que ces histoires, n'importe laquelle, pour la raconter correctement, il faudrait tout le temps de la conférence. Et moi, les histoires, je ne les raconte pas ici comme un conteur, un peu quand même, mais simplement parce que c'est ma matière pour démontrer autre chose. Et là, une histoire qui ne tombe pas sous le sens, qui est longue à raconter, qui comprend des détails très bizarres, des détails que, si on les enlève de l'histoire, ça ne change pas l'histoire, mais les gens les racontent quand même. Et bien tout ça en bloc, cette espèce de kit-là, on le voit pour cette histoire-là, racontée en Eurasie, un petit peu en Inde, et ici, et la même ici, en Amérique du Nord. Et ce qui semble évident, c'est que, et ce qui ne se voit pas sur la projection de Mercator, c'est que les gens qui sont passés par le détroit de Bering pour peupler l'Amérique, au moment du premier peuplement, des premiers peuplements de l'Amérique, parce qu'il y en avait plusieurs, eh bien, ils sont passés là, avec dans la tête les histoires qu'ils avaient apprises quand ils étaient petits, les histoires que racontaient les pépés, les mémés, les histoires de nos ancêtres, et l'histoire la plus importante de toutes, l'histoire de leur propre origine. Et donc, cette histoire est passée ici. C'est pour ça que cette projection du monde est très utile, ça permet de voir ce genre de choses. Je passe, il y en aurait bien d'autres. L'origine céleste de l'humanité, eh bien, c'est tout simplement qu'à l'origine, pas d'humains sur Terre, les humains, ils sont au ciel, et un jour, eh bien, il y en a qui descendent. Par exemple, vous avez une variante, c'est une femme enceinte qui descend par une liane, qui descend sur Terre, qui donne naissance à un garçon, et tout commence comme ça. C'est un peu l'inverse de l'émergence primordiale. Au lieu de venir d'en bas, l'humanité vient d'en haut. Voici la carte de répartition de ce récit. Et si on a le temps et que vous en souvenez, demandez-moi de vous raconter en quoi cette histoire est une inversion stricte du mythe de l'émergence, y compris dans des détails incroyables. Alors, je vais peut-être pouvoir commencer à répondre à ma question. Comment se fait-il que des gens qui sont là en Amérique, là en Afrique, là en Asie, dans des endroits sans contact entre eux, racontent la même histoire sur leur propre origine? C'est une vieille question, la question des convergences ou la question de l'héritage commun ou la question des emprunts. Quand vous avez dans 2 cultures du monde, chez 2 peuples du monde, le même truc qui apparaît, il n'y a pas 36 000 solutions. Vous avez les A, par exemple. Là, c'est des histoires, donc ils racontent un truc. Les B, ils racontent le même truc. Pas exactement le même, mais si on enlève les détails, c'est la même histoire. Alors, soit les A, ils l'ont piqué au B, soit c'est les B qui l'ont piqué au A. Si on peut démontrer qu'il n'y a jamais eu aucun contact entre eux, il faut trouver une autre explication.
A priori, les gens de l'île de Jeju n'ont jamais particulièrement fréquenté le Botswana central. Donc là, il faut trouver une autre explication. Bon. Donc une autre explication, c'est de dire, par exemple, que mais notre esprit est fait de telle manière que spontanément, quelle que soit la culture, quelle que soit l'époque, quel que soit tout ce que vous voulez, eh bien, dans notre esprit germent les mêmes choses. Parce que nous sommes humains, tout simplement. Et ces mêmes choses-là, ce sont ce que Jung appelle des archétypes. Les archétypes, c'est des trucs, c'est simplement parce qu'on est humain, on a un cerveau, il fonctionne comme ça. Après, en gros, il se remplit avec des tas de trucs, il se modèle, enfin, il y a plein de trucs qui sont avec la culture, qui varient, mais au fond, il y a des trucs qui ne bougent pas, qui sont des invariants, quelle que soit l'humanité, quel que soit le lieu, du moment qu'on est humain, hop, il apparaît des choses identiques. Depuis les origines, depuis la plus haute préhistoire, jusqu'à nos jours, y compris les mythes. Ça, c'est ce que dit Jung, c'est la théorie des archétypes, mais dès qu'on regarde une carte, on s'aperçoit que ça ne tient pas debout. Parce que c'est très simple. Si le plongeon créateur, c'est un archétype, ou si n'importe quel autre mythe, c'est un archétype, et que c'est donc quelque chose qui naît dans notre esprit, spontanément, et que c'est ça qui expliquerait qu'on le trouve en différents endroits du globe, dans des cultures complètement différentes, alors il faudrait m'expliquer, moi, pourquoi on ne le trouve pas en Australie. Parce que je pense qu'en Australie, c'est bien des humains qu'il y a. Et qu'ils ont quand même le même... Ils ont un cerveau aussi, figurez-vous, et que c'est en gros le même que le nôtre. Et que donc... il y a un petit problème avec la théorie de Jung. Si c'est dû à notre cerveau, pareil, comment se fait-il qu'en Afrique, il n'y en a pas? Les gens en Afrique, ils ont bien un cerveau, c'est le même que le nôtre. Comment ça se fait que ça ne marche pas chez eux? Il y a un problème? C'est que la théorie des archétypes, désolé s'il y a des Jungiens, on pourra en parler aussi, elle est complètement idiote. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut impérativement oublier. Dès qu'on regarde les cartes, on les voit. Mais je pourrais donner des preuves s'il y a des gens pour lesquels ce n'est pas suffisant. Alors, pour aller plus loin, s'il y en a qui veulent encore aller un peu plus loin, non seulement j'ai fait une base de données des mythes d'émergence, de chaque mythe d'émergence, mais après, j'ai fait des cartes et des bases de données beaucoup plus détaillées. En voici une pour les mythes d'émergence primordiale. Alors, des mythèmes, c'est pareil, elles fonctionnent comme l'autre. Vous avez le mythe et puis tous les mythèmes, mais là, il y en a beaucoup. C'est pour le monde entier, il y en a plein. Vous n'arrivez pas à lire, c'est pas grave. Pour chaque mythème, je mets 1 ou 0 devant. Voilà, on a déjà vu ça tout à l'heure. Et pour y voir plus clair et pour commencer par un bout et pour que ce soit plus facile à comprendre, je vais montrer ce qui se passe quand on fait un zoom sur l'Afrique. Voici l'ensemble de tous les mythèmes identifiés dans les mythes d'émergence recueillis en Afrique, actuellement connus. Vous voyez que c'est des phrases extrêmement simples, c'est des atomes de mythes, c'est vraiment des trucs très simples. C'est des histoires qui parlent de l'émergence des humains, de l'émergence des animaux. Ils naissent du sol, ils naissent d'une termitière, etc., etc. Voici les mythèmes. Les mythèmes, je leur donne un numéro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que c'est plus facile et plus rapide de dire un numéro que de dire toute une phrase. Et vous allez voir pourquoi ensuite. Exemple, voici une page d'un livre du révérend Campbell, qui est passé en Afrique australe au XIXe siècle, et qui a noté un mythe que voici, dans sa version originale. Voici la traduction. Et il vous dit, dans les environs de la personne qui lui a raconté l'histoire, lui a dit que dans les environs de Marotse, c'est un tout petit village, que tout le monde connaît, sur place, il y a un grand trou d'où sortirent les premiers hommes, et leurs empreintes sont toujours visibles là-bas. C'est ce qu'on m'a raconté au Botswana, en fait. Il y a longtemps, un homme est sorti du trou, là, et puis il est retourné, et il s'y trouve toujours. Le bétail aussi est sorti du même trou. Le premier homme, là, il s'appelait Matome, il avait un frangin qui avait le même nom, puis une sœur qui s'appelait Matome. Elle, c'est la première qui est sortie du trou. Incise, dans mes bases de données, dès qu'il y a des références au genre, comme ça, je le note. Ça m'intéresse toujours de savoir, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut sortir d'une base de données. Si dans les récits de création de l'humanité, c'est la femme qui a été créée en premier, ou si c'est l'homme qui a été créé en premier, par exemple. Donc là, elle, c'est la première qui sort du trou, c'est la première femme à apparaître sur Terre.
Elle était chargée de s'occuper du bétail, mais son frère, Matomé, il est sorti aussi, apparemment c'était pas vraiment prévu, mais il est sorti aussi, et il a laissé le bétail s'échapper. Du coup, elle, très en colère, qui possédait une drogue de vie et de mort, est retournée au trou, a jeté la drogue de vie dans le trou, et elle y est toujours, ce qui fait que la maladie et la mort règnent dans le monde jusqu'à maintenant. C'est encore une fois un mythe qui vous explique plein de choses avec une seule histoire et qui vous explique grosso modo les mêmes choses. L'origine de l'homme, l'origine de la femme, l'origine des animaux, l'origine des maladies, l'origine de la mort. Plein de récits expliquent ces choses-là ensemble. Et là, si la mort est arrivée dans le monde, si la vie est brève, c'est la faute à qui? À un homme. J'y insiste. C'est une des raisons pour lesquelles, quand on s'occupe de mythologie, il ne faut pas se précipiter sur les explications quand on a juste 2-3 versions. Parce que tous les gens qui se sont évertués à gloser sur la faute féminine en ne s'appuyant que sur la Bible et 2 ou 3 autres versions, en fait, ils ne s'appuient que sur une version, sur des centaines et des centaines de mythes, dont aucun n'est plus important que l'autre d'un point de vue objectif. Ce qui fait l'importance, peut-être, c'est qu'il y a des gens qui y croient, puis d'autres qui y croient pas, mais ça me dit rien sur le contenu de l'histoire. Et c'est pas ça qui m'intéresse, moi, personnellement. Il y a le droit d'y croire, il y a le droit de pas y croire. C'est pas ça qui m'intéresse. Je dis pas que c'est pas intéressant. C'est pas ça qui m'intéresse méthodologiquement. Ce qui m'intéresse, c'est les histoires et ce qu'on peut en conclure, ce qu'on peut en tirer sur l'histoire de l'humanité et sur la préhistoire de l'humanité. Alors, ce mythe-là, que vous venez de lire et que je vous ai oralisé, là, le voici sous la forme de la liste des mythèmes qui sont attestés. Mythème 1, l'émergence des animaux, mythème 2, de l'humanité, 3, 13, c'est une femme qui sort en premier, je le note, c'est important. Il y a une partie des humains qui restent sous terre, mythème 17, ça explique l'origine des maladies et de la mort, mythème 22, et autour de l'émergence, on voit, comme on m'a raconté au Botswana, et comme ça se dit en plein d'endroits, on voit encore les empreintes des animaux et des humains qui sont sortis, là, mythème numéro 26. Pourquoi je note ça avec des numéros, 1, 2, 3, 13, 26 ? Parce que je vais pouvoir faire une matrice. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice? C'est un rectangle avec des chiffres. Pas compliqué, hein? Voici la matrice des mythes africains de l'émergence. Si je vous avais présenté ça sans rien raconter au début, ça vous aurait semblé complètement abscon. Mais maintenant que vous savez, vous pouvez lire ça. À gauche, dans la colonne, vous avez la région de provenance. AFRN, c'est l'Afrique du Nord. AFRS, c'est l'Afrique du Sud, l'Afrique australe, etc. Vous avez ensuite le nom des ethnies chez lesquelles les mythes ont été recueillis, et puis une abréviation qui vous donne la famille linguistique de la langue dans laquelle le mythe a été raconté. Et ensuite, ce que vous avez là, les suites de 0 et de 1, ça, enrobé en orange, c'est le mythe que vous venez de lire. C'est le mythe que je viens de raconter. Si vous connaissez le code, si vous savez que 1, ça veut dire émergence de l'humanité, et que devant j'ai 1, vous savez que cette histoire raconte l'émergence de l'humanité. 2, il y a 1 aussi, alors elle raconte l'émergence des animaux, etc., etc. J'ai transformé mon récit en une ligne de code. Si je ne connais pas le code, ça me paraît complètement sans intérêt. Si je connais le code, je peux raconter l'histoire à partir de la ligne de code. Pourquoi je fais ça? Outre pour occuper mes nombreux loisirs. C'est que si je raconte un mythe à un ordinateur, il ne va rien comprendre. Si je lui parle avec des 0 et des 1, eh bien il adore. Les ordinateurs, ils adorent qu'on leur parle avec des 0 et des 1. Alors ce que je peux faire une fois que mon mythe et que mon ensemble de mythes est transformé en code, en ligne de 0 et de 1, je peux les comparer entre eux facilement. Imaginez bien que si j'ai une histoire où il faut toute la journée pour la raconter, et que je veux la comparer à une autre histoire où il faut 5 heures pour la raconter, et que non seulement j'en ai 2 des histoires, mais que j'en ai des centaines, et que j'en ai même 1729, comment je fais pour comparer tout ça, essayer de voir ce qu'il y a en commun, etc. Je vais y passer ma vie. Si je les ai transformés en ligne de code, alors c'est fastoche. J'ai une ligne, imaginez qu'il n'y a que des 0 puis un 1 au bout. Une deuxième ligne, il n'y a que des 0 puis un 1 au bout, ben c'est la même histoire.
peut-être racontée un peu différemment, mais c'est la même histoire. Si la deuxième ligne, j'ai que des zéros, mais le 1, il n'est pas au bout, il est un peu ailleurs, ah, c'est presque la même histoire. Alors, je peux les comparer comme ça facilement, et partir de l'idée que les mythes se propagent selon le principe darwinien de la descendance modifiée, comme les êtres vivants. Les êtres vivants se reproduisent à l'identique. Les pélicans, ils ne donnent pas des lapins quand ils se reproduisent, ils donnent bien des pélicans. Sauf que le petit pélican, il est un petit peu différent de ses parents. Puis des fois, il y a des mutations en plus, alors il est un peu plus vraiment différent, quoi. Hein, bon, voilà. Et c'est comme ça que l'évolution advient. Et c'est comme ça qu'on peut reconstruire l'arbre du vivant, parce qu'il y a le principe de la descendance modifiée et qu'il y a un principe évolutif. Pour les mythes, c'est pareil. Les mythes, je les raconte. Les gens qui l'entendent, ce que je viens de raconter, s'ils ont envie de le raconter, ils vont le raconter pareil. Mais ce ne sera pas pareil. Il y aura une petite différence. Ils auront oublié un truc. Ils vont rajouter un truc parce qu'ils pensent que ce sera mieux. Et les gens qui vont écouter le deuxième qui l'a raconté ne m'auront pas écouté moi. Ce qui fait que la descendance sera modifiée. Et que donc, si je compare les mythes avec le principe que plus ils sont proches l'un de l'autre, plus leur ancêtre commun est proche, alors je peux construire un arbre des mythes. Tout comme les généticiens fabriquent un arbre du vivant. Vous avez tous vu cette image de l'arbre du vivant qui est pour la première fois dans un carnet, des marches d'un carnet de Darwin. Vous avez tous les petits protozoaires et tout ça qui sont dans les racines là. Et puis après, vous avez un tronc, puis ça se divise, les branches, par dichotomie. C'est l'évolution. Et puis voilà, l'évolution des espèces. On a tous vu cet arbre. Au départ, les zoologistes, tout ça, faisaient ça en comparant les caractères extérieurs des animaux et des êtres vivants. Et en gros, ça marche. Mais de temps en temps, ça marche moins bien. Si vous mettez d'un côté une pile, un tas avec les animaux qui ont des plumes, et puis les animaux qui ont des poils, puis que vous dites, ah, mais ça va peut-être tenir du compte qu'il y en a qui ont des ailes, au fait. À ce moment-là, oui, il y a les ailes, il y en a qui ont des ailes, bon d'accord, puis il y en a qui n'ont pas d'ailes. Ah oui, il y a la chauve-souris. Ah bon, ça marche en gros, mais en détail, il y a des problèmes. Donc maintenant, les généticiens, ils fabriquent l'arbre du vivant avec le code génétique, parce que là, il n'y a aucun problème. Et donc, ils utilisent des logiciels qui fonctionnent très bien depuis longtemps, qui fabriquent automatiquement des arbres évolutifs à condition de leur donner des codes. Je me suis dit, je vais donner le code de mes mythes à ces logiciels. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les logiciels? Ils ont fabriqué un arbre. Et je leur ai donné uniquement la suite de 0 et de 1, rien d'autre. Je leur ai pas dit d'où viennent les mythes, en quelle langue, où ils sont trouvés, tout ça. J'ai juste donné les histoires, sous forme de 0 et de 1. Ils ont retrouvé la provenance géographique. Et il a mis le logiciel à la base de l'arbre, les mythes Khoisan, c'est-à-dire les mythes d'Afrique australe. Et ensuite, les mythes sont classés par grande famille linguistique, sans que j'ai jamais parlé au logiciel de famille linguistique. Uniquement à partir des histoires. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que uniquement à partir de la comparaison des mythes entre eux, le logiciel a reconstruit l'évolution du mythe, c'est-à-dire eh bien, l'évolution du peuplement du continent africain. Une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, tiens, on pourrait le faire pour le monde, puisque ça marche pour l'Afrique, et pour le monde, ça donne ça. C'est évidemment beaucoup plus compliqué parce qu'il y a du monde. Voilà. Vous avez du mal à le lire. Ici, c'est facile parce que la flèche du temps s'avance vers la droite, la racine est à gauche, le temps passe vers moi. Là, hein. Et puis, toutes les petites branches qui s'entrecroisent là et qui poussent vers la droite, quand je regarde, c'est pareil, je n'ai pas dit au logiciel d'où ça vient, dans quelle langue, je donne que les histoires. Et je m'aperçois que ici sont les mythes de provenance africaine, à la base. Ensuite viennent les mythes européens, eurasiatiques et océaniens. Et tout ce qui est en noir, c'est les mythes américains. Et tout ce qui est au bout des feuilles, c'est les mythes d'Amérique du Sud. C'est-à-dire que le logiciel a reconstruit l'histoire du peuplement de l'humanité uniquement du peuplement du globe par l'humanité, uniquement en utilisant les histoires, les récits d'origine de mythes d'émergence. Et
En 2002, vous avez cette grande étude du génome humain qui a été publiée et qui vous reconstitue le cheminement à partir de la génétique, l'autre machine à remonter le temps dont je parlais tout au début, vous vous rappelez? Et voici ce que ça donne. Cézanne, ils ont utilisé la projection de Mercator, c'est n'importe quoi, c'est publié dans la revue Science, ils sont même pas foutus d'utiliser la projection de Peirce, je te dis, marrant. Mais en tout cas, on voit bien la sortie d'Afrique, le peuplement de l'Eurasie, la partie sud, parce qu'évidemment au-dessus il y a les glaces et tout, il faut attendre que ça fonde pour pouvoir monter, et puis l'Asie du Sud-Est, et puis bientôt l'Australie, et ensuite, eh bien, les gens, quand ils le peuvent, grâce aux changements environnementaux, vont monter plus au nord, arriver en extrême Eurasie, et passer de l'autre côté du détroit de Bering, évidemment sur cette projection, c'est complètement nul graphiquement, et peupler l'Amérique. On peut représenter ça autrement? Oui, je termine. Voici ce qu'on sait par une autre machine à remonter le temps qu'est la paléontologie, où on a des ossements humains, là on est sûr que les humains sont là, et on sait les dater maintenant, et voici, ils apparaissent dans l'ordre chronologique. Les premiers, pour chaque région, le premier humain anatomiquement moderne connu. Et on voit qu'on a le même déplacement sorti de l'Afrique, peuplement, etc. Avec un petit blocage, ils arrivent, ils passent les détroits de Bering, et puis là, ils sont un peu coincés parce qu'il y a des glaces, il faut attendre qu'il y ait un corridor qui s'ouvre. Une fois que ça s'ouvre, eh ben, ils peuvent passer et ils peuplent l'Amérique. Ça, c'est ce qu'on sait par cette autre machine à remonter le temps, qui est la paléontologie humaine. On peut représenter ça comme ça, un cheminement approximatif. Dans le détail, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué, mais grosso modo, c'est ça qui s'est passé. Et l'intérêt, là, c'est qu'on a des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Passer en Amérique par le détroit de Bering, c'est pas il y a 350 000 ans, et c'est pas c'est pas il y a 3 semaines non plus, et c'est pas en 5000. On a, grosso modo, même si c'est imprécis, voilà, on sait que c'est autour de quelque chose comme 15 000, un peu moins, un peu plus, ça discute, je ne rentre pas dans le détail. Le peuplement de l'Australie, c'est pareil. On sait que, grosso modo, c'est facile, 50 000. Il y a des gens qui disent 65 000, tout ça, mais 50 000, c'est sûr. Et donc, et la sortie de l'Afrique, c'est pareil, on a des dates. Ce qui fait que ce cheminement, il est grosso modo daté. Et donc, tout se passe comme si on avait eu l'origine, des mythes d'origine, l'émergence en tout cas, serait située en Afrique, pour moi, probablement en Afrique australe, et passée en Eurasie avec les gens qui sont sortis à un moment donné. Ils ont peuplé le globe avec dans la tête cette histoire. Et voici comment s'est diffusé le mythe de l'émergence primordiale qui correspond à mes cartes de répartition de ce mythe. Et ensuite est apparu en Eurasie le mythe du plongeon cosmogonique. Il est beaucoup plus récent, ce qui fait qu'il s'est déplacé, qu'il a peuplé le globe de manière très différente et beaucoup moins large, puisqu'il est apparu plus tard que la sortie d'Afrique. Il n'est pas en Afrique. Et il est parti assez tôt pour passer le détroit de Bering et pour arriver en Amérique du Nord. Et puis vous avez, troisième exemple, le mythe du corps souillé, qui est apparu beaucoup plus récemment, qui est en gros un mythe pré-indo-européen, qui est apparu quelque part un petit peu au sud de la Mongolie, et puis qui s'est répandu, voilà, mais juste en restant en Eurasie. Tout ça, et je termine, tout ça, évidemment que c'est des hypothèses. Parce que, évidemment, que comme je le disais au début, on n'y était pas. Et c'est pas possible d'espérer rencontrer quelqu'un et de lui poser la question, oui, alors voilà, j'ai reconstitué des cartes, tout ça, là, toi, j'ai fait un truc, là, et je pense que, disons, il y a 100 000 ans à cet endroit-là, c'est cette histoire-là qui devait se raconter pour l'origine de l'humanité. Ben, jamais je trouverai quelqu'un qui me dit, ouais, c'est bon. Bravo, hein, t'as trouvé, hein, c'est ça. Ouais. Bon, ben jamais, on ne pourra pas. Mais, alors on aimerait bien vérifier. C'est une hypothèse. Mais d'une part, c'est une hypothèse un peu solide quand même, parce qu'elle est construite de deux manières différentes, par deux méthodes complètement différentes qui trouvent le même résultat. L'aréologie, l'étude des cartes, et la phylogénétique, l'étude des codes génétiques, etc., reconstruire l'arbre. Ces deux méthodes qui n'ont rien à voir entre elles, qui aboutissent au même résultat. Ah, déjà, c'est pas mal d'avoir un même résultat avec deux méthodes qui n'ont rien à voir entre elles. Et ensuite, je peux me dire, si j'ai raison, si effectivement le mythe de l'émergence primordiale, il est apparu en Afrique,
et qu'il s'est répandu dans le monde selon le principe de la descendance modifiée darwinienne. Alors, à chaque fois, il y a eu des petites modifications. Bon, c'est toujours le même truc, la même histoire, mais les petits détails qui changent, les gens, ils ont rajouté des trucs pour que ce soit plus marrant, tout ça. Et en fait, là où l'histoire va être la plus différente de l'histoire d'origine, eh ben, c'est dans la zone la plus éloignée de la dispersion. Donc, en Amérique. Alors, j'ai fait l'inventaire de ce qu'on appelle les écotypes. Les écotypes, c'est justement toutes les variantes des histoires qui s'implantent dans un nouveau territoire quand les gens se déplacent, quand les gens peuplent un nouveau territoire. Et il y en a plein, je passe, je n'ai pas le temps de les raconter, mais vous voyez que toutes ces variantes se trouvent en Amérique et qu'aucune de ces variantes ne se trouve en Afrique. Alors, il me semble que, pour boucler avec le début, les récits d'origine, et d'origine en général, mais les récits de l'origine de l'humanité. Et les récits d'origine de l'humanité dits par un groupe pour son propre groupe. C'est quelque chose qui résiste au temps, parce que c'est très important. C'est les mythes les plus importants de tous les mythes. C'est les mythes qui donnent votre propre origine. Il n'arrive jamais que vous avez un mythe comme ça sur votre propre origine, vous rencontrez quelqu'un qui en a un autre, ça arrive, mais il n'arrive jamais que les gens disent « Oh, il est bien, tiens, je vais le prendre, il est bien mieux que le mien. » Ben, quand vous avez un mythe qui vous explique votre propre origine, vous n'en changez pas, sauf par la force. Et donc, c'est des mythes qui résistent tellement au temps que, grâce à cette démonstration, je pense que les gens qui, après une longue pérégrination de génération en génération, évidemment, et en se transmettant des traditions orales, et notamment cette tradition orale qui résiste particulièrement au temps, qui est l'origine de l'humanité, sont arrivés dans des endroits où ils sont tombés sur des grottes extraordinaires. Imaginez ces gens qui arrivent au mas d'asile et qui voient ce truc. Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Ils ne peuvent que se dire « Bon sang, mais c'est bien sûr, c'est là ». Ce qui racontait les pépés qu'on a entendu 1000 fois d'une oreille distraite depuis qu'on est petit, c'est là. Et c'est là l'origine de l'humanité, c'est là que s'est passée la création des animaux, l'émergence des animaux et des humains, et c'est là qu'il faut retourner. Pourquoi il faut retourner? Parce que la création, contrairement à ce que nous croyons, nous, dans notre culture, n'a pas lieu qu'une seule fois. La création, il y a un Dieu qui arrive, il crée des trucs, puis c'est fini, on n'entend plus parler du gars là. Mais non, ça c'est extrêmement provincial comme truc, il est vachement récent. Dans le monde entier, les gens racontent que oui, il y a eu ça, il y a eu un Dieu qui a créé l'humanité, par exemple, mais qu'il faut que la création continue. Parce que si la création s'arrête, un jour, il n'y aura plus rien. Ça s'étiole. Il y a une espèce d'entropie comme ça qui ça va venir à rien un jour. Il faut que ça continue. Comment faire, nous, les humains, pour que ça continue? On est impuissants. On n'est pas des dieux. C'est les dieux qui peuvent faire que ça continue, qu'il y ait encore du gibier quand on va à la chasse, qu'on va trouver des rennes quand on va aller à la chasse aux rennes. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Rien. Si les humains, ils ont inventé un truc qu'ils font partout dans le monde, ils procèdent à des rituels. Ils procèdent à des rituels pour aider la création à continuer. Et donc là, en 1000 endroits du monde, et encore aujourd'hui, pendant que je parle, il y a des gens qui retournent dans des grottes pour aider la création à continuer. Et pour cela, en 1000 endroits du monde, encore aujourd'hui, jadis à Lascaux, à Chauvet, en 1000 autres grottes, mais encore aujourd'hui, dans plein de grottes, les gens retournent pour toucher les parois, pour aider les animaux qui sont là, qui sont en émergence, pour les aider à revivre, en ajoutant un œil ici, une petite patte ici, ou en complétant même complètement l'animal. Et je pense que c'est ce qui s'est passé dans les grottes. Et apparemment, voilà, s'il y a un mythe que les gens avaient en tête quand ils ont été dans les grottes ornées
pour dessiner des humains et des animaux, et des humains animalisés, incomplets, pas encore complètement formés. Parce que le mythe nous dit que c'est justement à la sortie, à l'émergence, qu'il y a eu une distinction entre les humains et les animaux, parce qu'avant, dans la caverne, tout ça était assez indistinct. Et bien, je pense que c'est ce qui s'est passé. Et que le fait qu'il y ait des gens qui y retournent pour faire le rituel, pour que la vie continue, et ben, ça a plutôt bien marché, puisque nous nous retrouvons ici ensemble, et que bon, ça a l'air de marcher. Merci. Merci beaucoup. C'était extraordinaire. On avait l'impression d'un grand conteur des temps anciens à l'émergence d'un mythe contemporain peut-être, mais en tout cas tout à fait passionnant de A à Z.